Hey! Je pense que le moment est enfin venu pour moi de consacrer enfin une vidéo entière à mon attraction préférée au monde. C'est pas Toutatis, c'est pas Harry Potter and the Forbidden Journey, c'est même pas la rivière d'Hélice qui est pourtant excellente. Non, c'est Revenge of the Mummy, The Ride, la version Floride. Et aujourd'hui je vous explique pourquoi, selon moi, c'est la meilleure attraction du... C'est la meilleure attraction du monde. Bon, Revenge of the Mummy déjà c'est à mon sens le meilleur type d'attraction, c'est-à-dire que c'est un roller coaster immersif dans le noir. Et ça pour moi ça devrait être le standard quand tu fais un coaster, parce que c'est bien beau de vouloir péter tous les records du monde, d'Europe, de hauteur, machin, mais quand t'es dans le train, est-ce que t'es là à te dire « Ah oui, on sent bien que ça fait 2 cm de plus que le parc d'à côté quand même !» Non, on s'en fout. Donc faites des coasters immersifs. Mais bref, Revenge of the Mummy, l'original, donc a ouvert en 2004 en Floride et a remplacé une attraction de King Kong qui commençait sérieusement à vieillir. Comme son nom l'indique, elle est basée sur l'une des meilleures franchises de films de tous les temps, à savoir les films La Momie avec Brendan Fraser et Rachel Weisz. Et je m'en fous de ce que vous dites, les films de La Momie, ça lave le sol avec Indiana Jones. Voilà. La Momie, Brendan Fraser, coaster dans le noir, déjà rien qu'avec ça, je pense que j'ai même pas besoin d'aller plus loin pour vous prouver la supériorité de cette attraction, mais on va quand même approfondir un petit peu pour les besoins de la vidéo. Si j'aime autant cette attraction, c'est aussi parce que le travail autour de la théma et de l'immersion est juste parfait. Et aussi, ça prouve que tu peux faire une excellente attraction en te basant sur une licence à succès. C'est juste qu'il faut faire une bonne attraction. Pas juste coller un truc Princesse Répond sur des tasses et dire regardez, nouveauté, ça justifie l'augmentation des prix, hein. Voilà. Parce que de base, l'idée d'Universal de faire une attraction sur la momie, c'était purement et simplement marketing. Hein. Les films qu'ils mettaient en scène dans leur parc, genre King Kong, Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, etc., ça commençait à plus trop parler aux gens et surtout aux jeunes dans les années 2000. Et ce qui est ironique et un petit peu triste, hein, c'est qu'ils étaient en train de perdre du terrain par rapport à Disney World justement. Parce que Disney World avait l'avantage à l'époque d'avoir des attractions intemporelles et de pas juste surfer sur les trucs populaires du moment. Ça a un peu changé aujourd'hui. Mais même Universal, hein, parce que même si globalement eux ils arrivent mieux que Disney à exploiter leur licence à succès, ils sont pas à l'abri de quelques catastrophes. Hein. Genre leur nouvelle attraction sur les Mignons, là c'est un scandale. Vraiment la médiocrité de cette attraction c'est indécent. C'est là que tu vois que finalement Cars Road Trip à Walt Disney Studios ça sert à quelque chose. Ça fait que quoi qu'il arrive tu pourras pas faire une attraction pire que celle-là. Parce que si Cars Road Trip n'existait pas, les Mignons seraient sûrement l'une des pires attractions jamais construites. Mais comme il y a Cars Road Trip, du coup ça passe, c'est magique. Mais bon, Universal décide donc d'exploiter la popularité du premier film La Momie de 99, mais vont pas se contenter de juste faire un machin en 3D où tu tires sur les haters de Brendan Fraser. Non, non, non. Ils ont construit une attraction qui a littéralement changé le game en termes de coaster immersif. Déjà, dès que t'arrives, t'as des chances d'être accueilli par des pharaons ou des dieux à tête de chacal montés sur échasse, histoire de te mettre bien dans le bain. Ensuite, tu entres dans un faux musée des antiquités qui est en fait le plateau de tournage du film fictif Revenge of the Mummy, qui est censé être la suite de La Momie de 99. Tu es donc invité à visiter les plateaux et pendant toute la file d'attente, tu vas pouvoir admirer des vrais décors, costumes et accessoires qui ont été utilisés dans le film. Tu vas aussi pouvoir voir des fausses interviews au propos du tournage de La Momie qui te disent qu'il y aurait une malédiction sur le plateau. Chaque membre de l'équipe de tournage porte donc un Medjay pour se protéger de la malédiction d'Imhotep. C'est ce symbole-là pour ceux qui ont vu le film. Notre cher Brendan Fraser n'y croit pas trop, mais est contraint de voler un Medjay à un membre du staff, Reggie, juste parce que personne ne veut lui servir de café tant qu'il n'est pas protégé par le Medjay. Et peu de temps plus tard, on voit que Reggie a été victime d'un mystérieux accident. Mais passons, on continue la file d'attente dans un lieu de fouilles archéologiques et on arrive finalement au wagon. Et là voilà, déjà on a un exemple parfait de ce que doit être une file d'attente immersive. Tu as tout ce dont tu as besoin pour comprendre l'histoire de l'attraction à travers simplement des éléments visuels, des bruitages et des vidéos. Et quand c'est bien fait, t'as même pas besoin d'un pré-show. Si vous voulez savoir ce que je pense des pré-shows, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais globalement c'est quand même très souvent un moyen un petit peu flemmard de raconter l'histoire de ton attraction sans trop te casser la tête dans les décors quoi. Les deux seuls points négatifs que je donnerais à ce storytelling, c'est que si tu fais pas la queue, bah tu passes à côté de tous les éléments de narration. Et comme c'est rare de faire la queue dans La Momie parce qu'en général il n'y a pas grand monde et en plus la single rider fonctionne très bien, bah au final moi par exemple la première fois que je l'avais faite j'ai pas du tout vu tout ça. Et le deuxième défaut c'est que c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi d'un coup on passe d'un plateau de tournage à des fouilles archéologiques, ni pourquoi on monte dans un wagon d'ailleurs. Mais bon, une fois que la file d'attente est finie et qu'on est bien dans l'ambiance, on peut enfin passer à l'attraction. Et c'est pas pour rien que j'ai pris cette attraction en exemple dans ma vidéo sur l'importance du tracé d'un coaster parce que encore une fois, tout comme le storytelling, là, tout est parfait. Tu commences par avancer tout doucement vers les profondeurs du tombeau et là déjà tu es accueilli par le petit Reggie. L'équipe de tournage vous avait dit qu'il avait eu un accident mais en vérité il est la prochaine victime d'Imhotep. Reggie, momifié, essaye de nous avertir en nous disant de décarrer et que la malédiction est bien réelle. Il réussit tout juste à nous dire de chercher le signe du Medjay avant de se faire dévorer l'âme par Imhotep. Et on va s'attarder 2 secondes sur l'animatronics d'Imhotep qui était une véritable révolution technologique pour l'époque. Mais là encore, contrairement à ce que peut faire Disney par exemple avec Navi
River ou même Flight Force, Universal n'a pas tout misé sur un super animatronics pour rien mettre d'autre dans l'attraction. D'ailleurs, ils ont volontairement rendu ces mouvements un peu étranges pour lui donner un aspect inhumain et nous provoquer un sentiment de malaise. Vous savez, c'est ce fameux Uncanny Valley, l'espèce de sentiment de malaise qu'on ressent quand on regarde quelque chose qui devrait être humain mais qui l'est pas totalement, comme une poupée ou un mannequin. Une fois passé l'animatronics, on arrive dans la salle du trésor, où Imhotep nous promet moult richesses si on se joint à lui. On refuse évidemment et on se retrouve alors attaqué par une armée de momies qui surgissent de part et d'autre de la pièce dans un mur de flammes. On se sauve en vitesse et on réussit à se faufiler in extremis hors de la pièce avant que la porte ne se referme. Puis, alors qu'on panique pour trouver une sortie, on se retrouve dans une impasse face à un mur infesté de ces saloperies de scarabées. Perso, c'est mon pire trauma d'enfance, avec le morse dans Pingu bien sûr. On recule rapidement pour être de nouveau confronté à des projections d'Imhotep qui nous dit en gros que c'est trop tard. Là, il nous balance vraiment toutes les phrases clichés de méchants, genre vos âmes sont miennes, votre fin sera mon commencement, vous ne m'échapperez pas, etc., etc. Et là, la partie coaster commence vraiment. On est catapulté à 64 km/h pour enchaîner sur virages brusques et descentes et surtout éviter les momies qui veulent notre peau. Alors ce passage est presque entièrement dans le noir avec simplement quelques projections ici et là, donc on pourrait dire que ça fait un peu cheap, un peu comme Hyperspace Mountain ou Flight Force, mais en fait c'est assez réfléchi. Bon, déjà ce segment il est très bref et c'est le seul segment qui est vraiment pure sensation forte. Donc c'est comme si d'un coup tu te retrouvais seul avec toi-même et avec tes sensations et quelque part avec ta peur. Et au final donc ce passage est complètement cohérent avec l'expérience globale de l'attraction. Ensuite tu arrives à une fausse gare, oui comme dans le Transdémonium au parc Astérix. D'ailleurs je serais pas étonnée si le Transdémonium était un peu inspiré de Revenge of the Mummy. On voit une opératrice nous remercier gentiment d'être montée à bord avant de se faire violemment dévorer par Imhotep. Il nous hurle de lui remettre nos âmes et là le plafond s'embrase, on entame la dernière descente, on finit par trouver le symbole du Medjay et on réussit alors enfin à battre Imhotep, ou pas. Parce que quand on revient vraiment en gare, on est accueilli par une vidéo de Brendan Fraser qui nous félicite d'avoir survécu et qui se demande pourquoi il a toujours pas sa tasse de café. Et là, la tasse lui est apportée par Imhotep. Il hurle et c'est la fin de l'attraction. Pour de bon. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, la force de l'attraction c'est pas tant dans la partie coaster. La partie coaster elle est très courte et elle est pas hyper sensationnelle. Il n'y a pas des descentes de dingue, il n'y a pas de looping, il n'y a pas d'inversion. Donc disons que si jamais vous êtes là purement pour les sensations, vous allez trouver ça un petit peu léger. Mais si on ajoute cette partie coaster qui est quand même bien fun, même si elle est pas hyper sensationnelle, à tout ce qui est storytelling, décor, immersion, tracé, rythme et même humour, on a une attraction légendaire. Sans compter que l'attraction se définit comme le premier coaster psychologique dans le sens où ça joue beaucoup avec tes peurs et ça peut te mettre mal à l'aise. C'est pas vraiment un train fantôme mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire ressortir quelques-unes de tes angoisses. Déjà la claustrophobie, rien que la file d'attente qui fait très tombeau, mine de rien ça peut te mettre mal à l'aise. Les sièges aussi qui sont un peu comme dans Crush Coaster donc très étriqués et surtout le passage où la porte menace de se fermer sur nous dans la salle du trésor. Ensuite on a la peur du noir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le passage dans le noir était voulu et cohérent. C'est pas juste on a eu la flemme de mettre des décors donc on met juste une bande son et c'est bon. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a pas de dialogue dans cette section. Les dialogues ils sont que dans les moments lents pour que tu les entendes bien. Et donc même si la partie coaster n'est pas hyper sensationnelle, le fait d'être tout d'un coup projeté dans le noir ça peut te faire bien flipper. Tu as aussi la peur de ce qui est vaguement humain, hein, le Uncanny Valley comme j'expliquais tout à l'heure avec l'animatronics. Et évidemment toutes les peurs classiques propres à ce genre d'univers, les momies, les malédictions, les gens qui sont inspirés là, les scarabées, etc. Et c'est pour ça que je prends très souvent cette attraction comme exemple en termes de storytelling parce qu'elle réussit à éviter tous les pièges. Elle est basée sur une licence à succès mais elle ne se repose pas là-dessus, elle réussit quand même à rendre une expérience inoubliable même pour ceux qui n'ont jamais vu le film ou même qui n'aiment pas le film. Elle sait parfaitement gérer le rythme des tracés et les dialogues tout en ayant quand même une bande son assez dynamique. Elle utilise correctement les animatronics qui sont pas là juste pour flex sur leur super technologie. Elle réussit à te véhiculer différents types d'émotions qui n'ont rien à voir avec les sensations fortes en tant que telles. Et tout comme le film dont elle est inspirée, elle arrive très bien à mêler l'humour, l'horreur et le fun. Sans surprise, l'attraction a été un énorme succès dès son ouverture et même encore aujourd'hui, elle continue d'être très appréciée malgré le fait que aussi bien l'attraction que le film commencent un peu à vieillir. Bon après c'est vrai que les films La Momie sont devenus un peu des classiques du film d'aventure donc ça reste quand même plus ou moins au goût du jour. Mais surtout si elle reste autant appréciée aujourd'hui c'est parce que c'est une attraction de qualité. Elle avait même fermé pendant un long moment en 2022. C'est pour ça que j'ai pas pu la faire quand je suis retournée à Universal l'année dernière. Et beaucoup de personnes, que ce soit des fans de l'attraction, des fans d'Universal ou même des fans de par attraction de manière générale, avaient vraiment peur qu'ils touchent à cette attraction, qu'ils changent la théma pour la Momie de 2017 par exemple ou qu'ils suppriment les vidéos de Brendan Fraser. Et rien de tout ça n'a été fait. C'était des simples rénovations pour améliorer les effets techniques. Le parc a très bien compris que le film de 2017 n'aurait jamais l'impact culturel de celui de 99 et que les gens continuaient d'aimer l'attraction telle qu'elle était, même ceux qui n'ont pas vu le film. Non mais dites-vous que cette attraction est tellement incroyable qu'elle a carrément été élue meilleure attraction de type coaster dans le noir de tous les temps.
par les Golden Ticket Awards. En fait, depuis 2008, elle arrêtait pas de remporter ce prix tous les ans. Du coup, en 2019, les Golden Ticket Awards ont décidé de juste supprimer cette catégorie, de décréter que rien ne pourrait jamais surpasser Revenge of the Mummy et lui ont conféré un statut d'attraction de légende. Rien que ça. Voilà, donc c'est pas moi qui le dis, vraiment, c'est une attraction qui est inégalable. Évidemment, suite au succès de l'attraction, Universal a décliné Revenge of the Mummy dans 2 autres de leurs parcs, à savoir Universal Hollywood et Universal Singapour. Alors j'ai pas fait celle de Singapour, mais de ce que j'ai compris, elle est assez similaire à celle de Floride. Par contre, celle de Hollywood est hyper décevante. Le storytelling est pas du tout aussi poussé, le parcours est beaucoup moins palpitant, et vraiment c'est la fin la plus pourrie que j'ai jamais vue dans une attraction. C'est vraiment la définition de rester sur ta faim. Voilà, pour conclure, Revenge of the Mummy, plus de 20 ans après son ouverture, est toujours aussi incroyable et je pense qu'elle devrait servir d'exemple pour toute nouvelle attraction de type expérience immersive. Il y a très peu de défauts, le storytelling et les décors sont parfaitement exécutés et mine de rien, c'est aussi une attraction familiale en plus, faut le dire. Comme la partie coaster est pas hyper intense, même les enfants peuvent le faire. Bon, après, l'expérience globale va peut-être les impressionner étant donné que c'est quand même basé sur la momie, il y a beaucoup de passages dans le noir, bon ça après c'est à vous de voir en fonction de votre enfant. J'espère vraiment qu'un jour on aura un coaster immersif de cette qualité en Europe. Bon alors après j'ai pas fait tous les parcs, mais de ce que j'ai vu, que ce soit à Disneyland, au parc Astérix, à PortAventura, à Europa Park, je sais pas, à Walligator, peu importe, j'ai jamais rien vu qui égale Revenge of the Mummy. Je parle bien sûr en termes de coaster immersif dans le noir, d'accord? Les coaster fans, venez pas me faire chier avec vous. Mais comment tu peux dire que Revenge of the Mummy c'est mieux que Ride to Happiness? Revenge of the Mummy, il y a qu'un launch de 64 km/h, c'est pourri. Je parle pas de ça, d'accord? Les super launch, les inversions, les top hats de malade machin, c'est pas le propos, ok? Pour moi, les deux seuls qui s'en rapprochaient un petit peu, et encore un peu, pas totalement non plus, c'était le Transdémonium, parce que comme j'ai dit plus tôt, je pense que c'était pas mal inspiré quand même de la momie dans ce que ça cherchait à accomplir, et Space Mountain de la Terre à la Lune, qui était incroyable en termes de coaster immersif dans le noir. Je sais toujours pas pourquoi Disneyland Paris a autant assassiné cette attraction, ça n'a aucun sens. Bref, si ce que vous aimez dans les parcs, c'est particulièrement l'immersion avec quand même un soupçon de sensation forte, Revenge of the Mummy est l'attraction parfaite pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et laisser en commentaire si vous avez déjà fait Revenge of the Mummy, si vous l'avez pas fait mais que vous rêvez de le faire, si vous l'avez fait que ça vous laisse complètement différent, ou si vous avez même fait d'autres coasters un peu de ce type que je ne connais absolument pas. Moi je vous dis à la prochaine, salut!